Bonjour à vous, je propose qu'on commence cette discussion, ce dialogue avec Didier Robert. Donc merci de nous avoir rejoints ce samedi matin pour ce nouveau petit déjeuner littéraire à la bibliothèque de Saint-Josse. Je dis nouveau petit déjeuner parce que nous avions entamé cette formule en 2019. Bon, on sait ce qui s'est passé entre-temps. On a quand même pu faire des dialogues en interne que vous pouvez voir aussi sur le blog pendant le confinement, donc sur le blog de la bibliothèque de Saint-Josse. Mais voilà, on est là en présentiel, comme on dit, hein, en tout cas en votre présence, et c'est peut-être le principal. Donc on redémarre ces formules qui auront lieu une fois par mois dans un premier temps. Donc très heureux de vous retrouver et d'entamer cette nouvelle série de petits déjeuners littéraires en votre compagnie, Didier Robert. Merci beaucoup. Alors, Didier Robert, qui est lecteur à la bibliothèque de Saint-Josse. Absolument. Et je ne savais pas qu'il écrivait également. Donc ce sont les coïncidences, un peu les hasards ou les synchronicités. Les synchronicités de ceux qui sont curieux de littérature. Et ça s'est fait finalement par le plus grand des hasards, puisque un ami qui est présent, Marc Mégagne, qui lui-même est auteur, m'avait demandé des informations au sujet de l'éditeur F. Deville que je ne connaissais pas. Monsieur Deville, vous êtes aussi avec nous, donc l'éditeur des livres dont nous allons parler. Et en allant simplement sur votre site, je vois la photo de Didier Robert. Je me dis, c'est un de nos lecteurs. Et à ce moment-là, entre dans la bibliothèque Didier Robert. Voilà. C'est un film. Mais c'est un film. Bon, voilà. Et donc, dans une sorte de précipitation, d'euphorie, je dis, mais vous êtes Didier Robert de Deville. La preuve que le hasard n'existe pas. Un petit peu. Un petit peu décontenancé. Moi, très heureux. Voilà. Et puis on entame une discussion. Et cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, le livre, premier livre donc, publié, mais qu'on va évoquer aux éditions Chroniques sociales, l'épuisement professionnel, chronique d'un effondrement, était sur le présentoir. Absolument, oui. Et donc il me dit, ah mais voilà, j'ai aussi un livre. Je suis chez vous. Vous êtes complètement chez vous, ici. et donc, voilà, ça c'était la coïncidence. Et effectivement, je vous ai proposé tout de suite de participer à cette première rencontre ici, cette nouvelle première rencontre à la bibliothèque. Donc merci aussi à Monsieur Deville, l'éditeur, d'être avec nous. On dira peut-être un mot tout à l'heure au sujet de la genèse de la maison d'édition. Mais on va peut-être, avant toute chose, revenir brièvement sur votre parcours, puisque en dialoguant et en préparant un petit peu cette rencontre, finalement votre parcours est lié à l'écriture, est assez proche de l'écriture. Je pense effectivement à votre travail dans le milieu de la publicité, milieu de la communication, mais aussi dans le cadre de travaux que vous avez pu faire comme attaché de presse ou comme dans le milieu du cinéma, comme scénariste aussi. Donc, l'écriture est toujours là, bien présente depuis longtemps. Effectivement, donc, oui, l'écriture mais avant tout, il y a la lecture. Il faut insister sur ce point que la lecture a été un des compagnons importants de ma vie, j'allais dire une des compagnes, pourquoi pas. Et c'est à travers la lecture, finalement, qu'on prend le goût. On ne sait pas bien si c'est la lecture qui donne le goût d'écrire ou si on écrit en même temps qu'on lit, enfin bon, ça peu importe. Et effectivement, dans la jeunesse, donc la première partie de ma carrière, puisqu'il y a eu une rupture à un moment où l'écriture a été totalement reléguée. Mais donc, oui, j'ai travaillé comme scénariste, j'ai travaillé sur des questions de documentaire, j'ai été attaché de presse de galeries d'art, j'ai fait des textes pour certains artistes, j'ai écrit des
toutes petites monographies ou des petits textes édités avec une confidentialité presque exemplaire, c'est-à-dire vraiment à quelques exemplaires par plus. Et puis, la vie a fait que j'ai changé pour devenir cadre commercial dans l'informatique, ce qui n'avait absolument rien à voir, évidemment, avec l'écriture, sinon l'écriture de lignes de code, mais ça, je n'en ai jamais fait. Voilà. Donc, oui. Donc la lecture, effectivement, la lecture importante, passionnante, un peu de tous les continents, étant un jeune homme avide de connaître plein de choses et d'être très curieux. Je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle les fous littéraires, donc ces gens qui travaillent énormément les figures de style, un imaginaire complètement débridé. Les fous littéraires d'André Blavier, oui, hein. Oui, absolument. Une référence. Ah oui, une référence. Donc, les personnages de l'Oulipo, du surréalisme, la génération ce qu'on a appelé la génération perdue des Américains, les beatniks, tous ces gens-là m'intéressaient beaucoup parce qu'on ne les trouvait pas forcément facilement, il fallait un petit peu creuser, j'allais chez les bouquinistes pour trouver de quoi me satisfaire, et cette écriture que j'avais à l'époque était une écriture un petit peu calquée sur un modèle. C'était des années d'apprentissage, et là aussi, mais on va peut-être y revenir, il y a eu un énorme changement à partir d'un certain, peut-être que c'est le mûrissement tout simplement qui fait qu'à un moment on change, ou parfois il y a des événements. Toujours est-il que je pourrais distinguer au moins deux grandes parties dans ma vie, celle où jeune homme, j'avais l'exaltation de la création et tout ce que j'ai pu faire dans le domaine de la communication, ou du film, ou du documentaire, ou de l'écriture. Et puis, une autre chose s'est enclenchée jusqu'à un moment bien précis, qui est un moment où j'ai connu un burn-out. Et ça, c'est un événement qui a eu une incidence tout à fait curieuse sur un retour à l'écriture, parce que de nouveau, j'avais du temps. Et de nouveau, je prenais énormément de notes sur ce qui m'arrivait, jusqu'au moment où je me suis dit, ces notes, il faut en faire quelque chose. Il y a quelque chose à transmettre, c'est intéressant, comment le transmettre, ça c'est une autre question, donc on s'organise, on écrit, on fait un premier jet, un deuxième, jusqu'au moment où j'ai rencontré l'éditeur des Chroniques sociales, avec qui j'ai publié ce livre qui parle de cette expérience et qui transmet, dont le but est de transmettre l'expérience d'un moment très difficile et très particulier. Voilà, c'est un retour à l'édition et à l'écriture auquel je ne m'attendais pas. Et j'ai constaté que j'allais beaucoup plus vite à l'essentiel. Donc, j'utilisais des phrases plus courtes, j'ai fait fi de toute figure de style, je me suis dit là c'est pas important, et je me suis quelque part plus retrouvé dans ce renouveau que par le passé dans peut-être des excès de figure ou des essais tout simplement, je veux dire, d'esthétique aussi. D'esthétique, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Donc j'ai là complètement rompu avec l'esthétique pour, en tout cas je le pense, aller à l'essentiel. Et donc effectivement ce travail de réflexion, de témoignage d'une expérience vécue vous rapproche, finalement vous redécouvrez l'écriture, une écriture beaucoup plus épurée, oui. On en parlait, et vous retrouvez alors des textes tout à fait. Laissés un peu de côté par fait. La vie et par le travail que vous faisiez. Donc à quel moment est-ce que s'enclenche alors le retravail ou la redécouverte de ces deux textes dont nous allons parler aujourd'hui, ces deux textes qui, je pense, donc étaient entamés avant? Alors,
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de travaux préalables, et puisque ma situation nouvelle me laissait du temps, et que pour écrire il faut du temps, faut laisser venir les choses et les laisser évoluer à leur propre rythme, j'ai repris un texte qui avait quand même quelques années et qui est l'empreinte du silence. L'empreinte du silence qui évoque une omerta au sein d'une famille, c'est-à-dire qu'il y a un personnage, ce personnage a disparu, et il pose à l'enfant que j'étais et au jeune homme que j'étais des questions. Qui est ce personnage dont je vois la photo? Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Pourquoi a-t-il disparu? On me donne des réponses, mais pas très satisfaisantes. Et donc, à partir d'un moment, j'ai trouvé suffisamment de traces pour pouvoir refaire une partie du parcours de ce disparu qui a terminé ses jours tragiquement dans un camp de concentration en Allemagne. Mais là, c'est un texte donc qui avait déjà quelques années, et nous en avons parlé, Frédéric Deville et moi-même, Frédéric ayant repris son travail, ayant prolongé son travail de libraire par l'édition, étant distribué, et puis nous en parlons, et Frédéric me dit aussi, on était un peu avant le confinement, et il me dit, est-ce que tu as un compte dans tes tiroirs? Et je n'avais pas de compte dans mes tiroirs. Et donc, je lui dis, écoute, je peux essayer de faire quelque chose, et puis on en discutera, et on verra. Et ça a donné ce petit livre, ce conte qui s'intitule « Ce qui est en mots, ce qui est en ma », et qui est un conte où je me suis laissé aller à la plus grande fantaisie, à l'imaginaire le plus débridé, parce que c'est l'endroit où on peut le faire. Et un conte, finalement, il y a quelques codes dont je me suis servi, à savoir, dans ma tête, c'était faut un prince, faut une princesse, faut une reine, faut un roi. Il doit y avoir un château quelque part. Et à partir de là... Les ingrédients, ils sont. Hein, les ingrédients, ils sont, absolument, absolument. On a la sorcière, on a les potions, on a la magie. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour faire. Et donc, à partir de ce moment-là, ben voilà, le fil est renoué avec l'écriture. Le temps que je prends maintenant est beaucoup plus large au sens de ce que je peux me permettre d'investir dans des recherches, dans l'écriture elle-même. Et donc, c'est très plaisant. C'est un retour très plaisant, et finalement, comme vous l'évoquiez, peut-être que quelque chose malheur est bon. Hein, on ne sait jamais, peut-être que ce burn-out a eu un effet positif. Inattendu aussi pour vous sur ce retour à l'écriture et la publication de ces deux livres. Alors, je voudrais peut-être qu'on revienne sur quelques thématiques qui me semblent intéressantes et qui traversent finalement deux textes très différents l'un de l'autre, si ce n'est peut-être justement ce que vous évoquiez tout de suite, c'est-à-dire cette volonté d'aller à l'essentiel, dans un style épuré, ce que permet aussi le conte, finalement, une concision dans l'écriture, des phrases sobres, fluides, tout en ayant cette densité dans l'écriture. C'est ce qui me semble, premièrement, rapprocher les deux textes. Merci. Mais à partir de ce très beau titre, alors on en parlera peut-être aussi autour d'une tasse de café par la suite, mais l'empreinte du silence, qui est un très beau titre, et qui dit beaucoup de choses justement sur ce rapport que vous évoquiez au silence, mais aussi aux apparences et à cette curiosité qui est la vôtre de dépasser d'une certaine façon ces apparences, d'aller au-delà du miroir, comme aujourd'hui finalement vous passez de l'autre côté des rayonnages, j'ai envie de dire, de lecteur vous passez à hauteur, mais il y a cette volonté aussi, et vous le disiez, je l'ai noté, cette curiosité, cette volonté d'aller creuser ce qu'on a dans le conte, puisque, en deux mots, mais vous pouvez peut-être donner ce qu'on appelle le pitch. Ok. Je vais donc très vite résumer le livre, ce conte,
qui s'intitule « Ce qui est en haut, ce qui est en bas », nous sommes dans un pays où les femmes ont été frappées de malédiction et elles ont disparu. Et donc, dans ce pays, il n'y a plus que des hommes. Et s'il n'y a plus que des hommes, bah, ma foi, l'extinction du royaume est proche. Cela inquiète évidemment beaucoup le roi et le prince de ce royaume, et le prince décide de se lancer dans une quête pour trouver une solution à cette malédiction. Et il va trouver un autre pays, dont je ne vais rien dire, dans lequel, figurez-vous, la malédiction est inverse. À savoir que dans cet autre pays, au-delà des frontières du royaume, et ces frontières sont très dangereuses à traverser, dans cet autre pays, eh bien, ce sont les hommes qui ont disparu. Et donc, vous devinez bien l'intérêt qu'il y a à un moment à rapprocher ces deux pays, mais c'est pas si simple qu'il y paraît. Et je n'en dirai pas plus. Donc voilà pour... Voilà. Mais effectivement, alors, il y a cette volonté, il y a celui... Bon, on comprend, il y a un rapprochement qui se fera, mais il y a, me semble-t-il aussi, cette idée déjà de silence, ou en tout cas de non-dit, de crainte aussi, de découverte d'une certaine altérité, qu'on va retrouver dans le second texte, notamment déjà peut-être dans la relation entre le roi et son fils, oui, entre la reine et la fille, où il y a effectivement ce silence, ou cette incommunicabilité entre eux, qui est un des ressorts justement de cette volonté pour la fille ou le fils du roi d'aller au-delà. Vous avez tout à fait raison. Le roi et la reine, enfin l'impératrice de l'autre royaume, c'est pas des bavards. Hein. Non. C'est pas des bavards. Et donc effectivement, ça provoque chez les héritiers de ces pays une volonté d'aller un peu voir plus loin. Puisqu'on ne m'en dit pas grand-chose ici, comment est-ce que je peux savoir ce qui se passe ailleurs? Moi, j'ai envie d'aller voir ailleurs. J'ai envie de creuser un petit peu cette idée. On me dit que la frontière est là, mais qu'on ne peut pas y passer à travers, sinon on tombe dans le vide, on est mort. Enfin, c'est atroce. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Et donc, il y a on part du non-dit pour aller vers quelque chose qui est la découverte, la curiosité, qui est un mouvement de l'adolescence, par exemple, mais aussi une volonté intrinsèque de certaines personnes qui ne se contentent pas de ce qu'on leur dit. Et là, vous avez eu une lecture très fine. Merci. Effectivement, vous m'avez tracé et découvert. Il se trouve évidemment que l'empreinte du silence, c'est une quête devant un véritable mur de silence, et de dire, on me parle de ce personnage, je vois sa photo, c'est mon grand-père. Ah. Oui, mais qui est-il? Que faisait-il? Il a disparu. On me dit, il est mort à la guerre. Ah, pas plus, pas moins. Lors des repas de famille, on ne l'évoque pas. Quand je pose des questions, très très vite, on prend des chemins de traverse, on parle d'autre chose. Donc il y a là un véritable mystère qui me titille. Et je vais commencer, entre guillemets, à me poser des questions à certaines périodes de ma vie de manière récurrente. Je vais parler à ma mère, que ça ennuie beaucoup. Je vais poser des questions à ma grand-mère, qui va botter en touche. Et puis à un moment, je laisse tomber. Je me dis, bon, voilà, c'est fait, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Je sais vaguement, et j'ai vaguement compris que ce personnage qui existe et qui n'existe pas, c'est très curieux, il n'a pas de corps. Ben oui, c'est un héros de la guerre, il est mort à la guerre, on ne sait pas trop comment, en tout cas moi je ne sais pas trop comment. Jusqu'au moment où il y a des papiers
qui tombe entre mes mains d'une manière tout à fait particulière et que je ne vais pas dévoiler. Mais à un moment, il y a des documents qui me tombent dans les mains et je dirais presque qu'ils me tombent violemment dans les mains, hein, brutalement dans les mains, avec une grande brutalité. Et ce qui se trouve dans ces documents est d'une violence sans nom, parce que je découvre un acte de décès sur lequel il est inscrit le nom de mon grand-père avec le village de sa naissance, donc le lieu de naissance qui se trouve dans la région du Tournai, et le lieu de décès qui est funeste, puisque c'est le camp de concentration de Neuengamme, tout près de Hambourg. Donc là, il y a quelque chose une incohérence existentielle qui me saute aux yeux. Comment peut-on, c'est ma pensée, comment peut-on être né à Tournai et mourir dans un camp de concentration? C'est idiot comme réflexion, c'est comme ça, mais comment peut-on? Et donc, si ça s'est passé, alors je désire savoir comment. De là commence une véritable enquête, où à travers des archives, à travers des lectures, des documents, je reconstruis la partie qui me manque. Dites-moi votre violon, il joue de la flûte? À un moment, cette personne, mon grand-père, est arrêtée pour des raisons bien particulières, des faits de résistance, et à un moment, il décède dans ce camp, et je raconte ce qui se passe entre les deux, et ce que ça évoque, et c'est surtout ça qui est important, c'est l'évocation de la prégnance de ce silence et de ce que je comprends en tant qu'adulte, parce que enfant, vous ne comprenez pas, vous suivez votre vie, vous jouez à la guerre, vous faites tout, et puis vous voyez un petit peu comme ça. Ok, on n'en parle pas, il y a du cycle. Mais après, on comprend tout ce que cet acte d'héroïsme a pu entraîner. Savoir, il y a la mort d'un individu, donc il y a des orphelins. Les orphelins ont-ils envie de parler de cette personne? La veuve a-t-elle envie? Et là se posent alors les jalons de la compréhension d'une douleur qui est difficile à décrire et à appréhender, et les raisons de la construction d'un silence. Et à ce moment-là, chez moi, il y a une volonté, qui est une volonté de dire non, moi je ne veux pas ce silence, parce que cet homme a droit à une existence publique. C'est un héros, et pour moi, la raison même de son existence et ce qui l'a conduit jusqu'au moment de sa fin funeste, c'est un acte tellement incroyable et tellement beau que j'ai envie de le rendre public. Et donc je dépasse cette notion de silence, cette volonté du silence, en sachant que ça ne sera pas apprécié partout. Bon, mais ça, tant pis, c'est mon risque. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question, je pense. Oui, vous avez toutes les questions. Bon, allez, 300 Non, mais vous en avez dans votre sac, hein, des questions. J'en ai. Mais par contre, ce que je voulais relever par rapport à ça, on est effectivement dans ce rapport. D'abord, les deux notions de quête et d'enquête, oui, important, puisque finalement la quête ne peut aboutir que par le biais de l'enquête, oui, qui est de nouveau une enquête, si on veut, comme on le disait, de dépassement, de travail de curiosité, de gratter ce que l'on ne dit pas. Donc il y a ça, c'est intéressant. Et puis je voulais revenir juste un moment au conte.
en disant qu'il y a effectivement, et le conte le permet, on le sait, mais dans l'écriture à la fois fluide et dense, comme je disais, de Didier Robert, il y a, me semble-t-il, et c'est ce qui fait la force de ce type de texte, ce sont les strates de lecture, justement. Oui. Parce que, voilà, le conte, on l'a dit, il y a cette notion de silence, il y a une notion, il y a aussi un travail un peu plus humoristique aussi dans l'écriture du conte. Il y a de l'amusement aussi, on joue, vous jouez avec des expressions, avec la légende, avec certains mythes. Hein. Bon. Donc il y a cette dimension-là, mais il y a aussi, dans ce que je disais tout à l'heure par rapport au silence, une sorte de parabole aussi, peut-être, d'un contexte social dans lequel on est très difficile de communication, d'incommunicabilité, de difficulté, qui peut transparaître et rejaillir par rapport au texte. Mais ça, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot par rapport à... Alors, effectivement, le conte, c'est une fantaisie, c'est un plaisir, et je me suis énormément amusé à l'écrire. L'écriture de l'Empreinte du silence, c'était une autre chose, c'est une autre aventure. Mais le conte, j'ai voulu m'amuser moi-même, et bien sûr j'ai voulu que les lecteurs s'amusent de, comme vous l'avez dit, de codes très très génériques. Hein, il y a des allusions absolument claires à certains mythes, que je ne dévoilerai pas, vous les trouverez. Alors, est-ce qu'il y a une volonté de parler de ce que nous sommes aujourd'hui, de l'incommunicabilité, de la difficulté de communiquer? Oui, ça transparaît, bien sûr. C'est pas pour rien que d'un côté, bientôt, il n'y aura plus de vie parce que les hommes ont disparu, que de l'autre côté, il n'y aura plus de vie parce que les femmes ont disparu. C'est une fable. C'est une fable autour de la nécessité de se rencontrer au-delà des frontières, qui sont bien souvent des frontières que nous n'osons pas franchir. Et c'est bien ce que fait l'un des personnages. Il va aller au feu, il y va. Il a la volonté d'aller au-delà de ce qu'on lui a dit. Impossible, on lui a dit, il n'y va pas. Oui, c'est ça. On est de nouveau, justement, c'est ça, dans ce non-dit qui est finalement la frontière qu'il faut dépasser. Tout à fait. Pour moi, c'est une métaphore, c'est pas une métaphore ou une raison forte d'exister et de continuer à exister de manière vivante dans l'imaginaire. Ma formulation est peut-être un petit peu complexe, mais laissons-la comme ça. C'est creuser. Tant qu'on est curieux, pour moi, on est vivant. Et tant qu'on exprime sa curiosité, on reste vivant. Mais je ne vais pas le dire autrement, je ne vais pas développer autrement. Oui, effectivement. Et alors, ce que je voulais aussi, sur quoi je voulais également insister, c'est cette violence du silence, hein, que vous avez évoqué. Mais effectivement, et on le ressent, bien sûr, alors là, pour le coup, dans ce livre-ci, dans l'Empreinte du silence, où il y a finalement cette violence de l'histoire, dans le silence des voix que l'histoire a fait taire, qui rejaillit comme en écho aussi à la violence du silence que rencontre le narrateur dans sa quête. Il y a ce parallèle-là, donc je parlais de strate de lecture, voilà, une strate qui est ce point commun dans ce silence d'une violence extrême. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le choc, le choc de la révélation, c'est-à-dire transpercer le silence, peut être quelque chose d'une incroyable force, mais aussi d'une incroyable violence. Certaines révélations, ou la manière dont on vous transmet certaines informations,
est de l'ordre du coup de poing dans la figure. Au sens, je dirais, presque symbolique que réel. Hein. Parfois, c'est de la confrontation pure et dure. Hein. Et là, c'est très clair dans ce récit. Ici, ça l'est beaucoup moins. On s'amuse, on est dans le conte. On ne va pas commencer à... Il n'y a pas de méchant dans ce conte. Et certains lecteurs m'ont dit que ça manquait. Moi, je ne trouve pas. Et le prochain, j'ai trouvé pour le prochain 2 méchants absolument fantastiques. Ah ben voilà. Je vous promets des méchants. Et donc, oui, effectivement, j'avais relevé cet extrait-ci aussi, la violence du choc et une nouvelle histoire de disparition. Donc, en fait, on est tout le temps dans ce va-et-vient entre disparition, silence et volonté de découvrir. Et finalement, peut-être pourquoi finalement ce non-dit au terme de l'enquête? Pourquoi finalement, selon vous, cette volonté de masquer alors un fait qui est finalement des plus louables? Oui. Puisque, en général, dans ces récits, on cache le passé d'un aïeul plutôt dans l'autre camp. Oui. C'est tout à fait curieux et je pense que ça, c'est une question qui tient à la génération. Vous avez une première génération qui subit un choc, dans ce cas-ci, terrible. Et ce choc, il est universel. On parle d'une guerre ici, ça peut être une catastrophe, un exil forcé. Il y a pas mal de livres qui parlent de l'exil et du silence autour de l'exil. Bah, ça peut être éventuellement une catastrophe comme une maladie soudaine. Je ne sais pas, peut-être au temps de la peste, il y a eu des choses qui ont été de cet ordre-là. Je n'en sais rien, je n'ai jamais étudié les années de la peste. Et puis, le travail peut commencer peut-être, parce que la première génération, elle est victime directe des événements. Et peut-être qu'elle a du mal à l'exprimer. Ça se retrouve dans énormément de récits, encore une fois, d'exil ou de situations tragiques et dramatiques. La deuxième génération et la troisième génération, a fortiori, peut se détacher un petit peu de l'émotionnel et commencer à questionner. Maintenant, il n'est pas étonnant qu'elle trouve une forme de blindage. Et ça aussi, ça se retrouve. Du blindage qui est ce fameux silence auquel on fait face lorsqu'on questionne par rapport à un événement qui a une charge émotionnelle ou une charge existentielle énorme. Et donc, pour moi, la première génération est la génération de la douleur. Cette douleur est intense. Elle est intense et quasiment indicible. Vient le moment de la deuxième génération qui, forcément, ressent cette douleur. La porte. C'est une part des générations, il ne faut pas se le cacher. Hein. Il y a un ruissellement qui vient et qui est d'une part très très heureux parce que la vie est généreuse et qui peut être, par certains côtés, peut-être un peu plus ombrageux. Et ce qui est ombrageux, je pense que c'est le travail des générations qui suivent. De dire, voilà, il y a eu ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Mais tout à fait. À toutes les questions. Pas encore. Vous allez encore rester. Mais oui, alors, aussi, est-ce qu'on pourrait dire de ce livre que finalement c'est peut-être un livre plus sur la question de la mémoire et du souvenir que véritablement un livre de mémoire? C'est pas un livre de mémoire. Non. Vous avez tout à fait raison. On est d'accord. Hein? On est tout à fait d'accord, c'est pas un livre de mémoire, c'est pas un livre d'histoire. Exactement. C'est le livre d'un rapport émotionnel à une histoire particulière qui se trouve être universellement connue.
Mais le volant historique, j'allais pas l'aborder. Il est abordé dans 10 000 autres livres et bien mieux que j'aurais pu le faire. Ce que j'explore, c'est la tension avec un événement qui se trouve être non connu, non dévoilé, non détaillé. Et cette tension est quelque chose qui vit en moi depuis longtemps, qui chemine avec moi et qui un jour se relâche. Elle explose. Elle explose et il faut en faire quelque chose, et moi j'en ai fait ce livre. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, aussi pour terminer doucement et vous laisser aussi la possibilité de poser des questions, j'y vois finalement dans ces deux livres qui, alors vous avez évoqué un nouveau livre en préparation, hein, on aura peut-être un scoop, mais non, mais j'y vois en fait moi dans les deux livres beaucoup d'optimisme en fait, un côté très optimiste justement dans cette permanence de la curiosité qui transparaît véritablement dans l'écriture, oui. De par aussi cette recherche incessante d'aller voir ailleurs, de découverte. On le sent dans les deux livres, et cet optimisme, et pour vous citer, finalement, qui fait cette curiosité incessante, qui fait que nous sommes en devenir. Oui, hein, tout à fait. Qui est la dernière phrase de votre conte. Nous sommes en devenir, et finalement, ce qui nous tient en vie, c'est cette incessante recherche de découverte et de curiosité. Pour moi, c'est clair. Je suis heureux que la connaissance soit infinie et que la découverte soit infinie, parce que je vais mourir insatisfait. Et ça, pour moi, c'est un grand bonheur. Je veux dire, ce qu'il me reste à lire, ce qu'il me reste à découvrir, ce qu'il me reste à sentir, à observer, à admirer ou à rejeter, est tellement vaste que j'en ai jusqu'à la dernière minute de mon existence, qui elle-même sera peut-être très intéressante, mais ça, j'en sais rien, et je ne serai plus là pour vous le dire. Je ne serai plus là pour vous le dire. Donc c'est quelqu'un d'autre qui en parlera éventuellement. Oui, c'est tout à fait ça, c'est la curiosité. C'est le moteur de la vie, pour moi. Et bien voilà. Belle petite conclusion.